C'est 12 clubs européens, 3 Espagnols, 3 Italiens, 6 Anglais qui ont franchi la ligne rouge. Ils lancent donc cette fameuse Super League, compétition super fermée mais qui peut rapporter super gros. On en parle ce matin avec vous, Didier Primo, bonjour. Bonjour. Alors Didier Primo, vous êtes notre invité ce matin, c'est normal. Vous êtes directeur général du CDES, c'est le Centre de droit et d'économie du sport. Ça se trouve en France, à Limoges. Alors Didier Primo, première chose ce matin, après cette annonce coup de tonnerre, c'était hier, cette Super League, en fait, on en parle depuis des années. Le timing semble s'être emballé hier. Pourquoi les 12 clubs sont passés à l'action en ce début de semaine pour faire pression sur le UEFA, encore une fois ? Certainement, oui. Il y a plusieurs raisons, en fait, des raisons d'un petit peu plus long terme. Il y a vraiment une évolution importante de le type de propriétaire, en fait, dans le football européen depuis quelques années, avec en particulier en Angleterre tous les gros clubs qui sont maintenant aux mains d'investisseurs étrangers, que ce soit des milliardaires américains, des fonds de pension ou des fonds qui viennent du Moyen-Orient. Et c'est aussi vrai en Italie. Et sous l'impulsion en fait de ces gens-là, il y a une évolution dans l'approche et une moindre connaissance ou un moindre intérêt pour le modèle européen du sport, mais au contraire une attraction pour tout ce qui est ligue fermée américaine. Donc, et la deuxième raison, c'est qu'effectivement l'UEFA est en train de reformater en fait ses compétitions. L'UEFA est sans doute aussi un petit peu affaiblie aujourd'hui avec la crise économique et sanitaire, et je pense que c'est pas tout à fait par hasard qu'effectivement les annonces aussi tombent à ce moment-là. Alors, c'est pas tout à fait par hasard, puisque l'UEFA, en fait, se réunit ce matin en congrès, et l'UEFA a pourtant proposé, on le sait, Didier Primo, une réforme de sa Ligue des Champions, une réforme visiblement qui ne contente pas les 12 clubs dissidents qui ont, d'une certaine façon, mis les crampons dans la porte encore une fois. Le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, a donc qualifié ces clubs de serpents guidés par l'avidité. C'est encore une fois une affaire de gros sous. Oui, alors c'est vrai que l'élément supplémentaire pour expliquer ce timing, c'est aussi les difficultés que connaissent ces clubs et les investisseurs qui voient progressivement en fait leurs actifs se dévaloriser. Et la crise du Covid qui n'a pas arrangé, effectivement. Bien évidemment. Donc, et ces clubs et ces investisseurs qui clairement sont là d'abord pour faire de l'argent. Bon, je dirais c'est la règle du jeu, mais aujourd'hui ils veulent effectivement prendre encore un peu plus de bénéfices sur ces activités-là, ou du moins limiter dans tous les cas tout risque de voir leur actif dégradé. Donc ne pas être en Champions League aujourd'hui, c'est effectivement perdre beaucoup de valeur sur son capital. Et l'idée pour eux, c'est d'essayer d'y être systématiquement. Mais moi et pas mal de monde en Europe considèrent que c'est complètement contraire à l'esprit sportif. Donc c'est contraire à l'esprit sportif, ça on avait bien compris. Course à l'argent, course au magot. L'UEFA donc qui voit sa Ligue des Champions menacée et qui brandit, Didier Primo, des sanctions contre ces fameux 12 clubs qui font sécession. Alors on évoque bien sûr le bannissement de joueurs qui évoluent dans ces clubs pour les compétitions nationales comme la Coupe du Monde ou l'Euro. Est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est raisonnable de penser qu'il va vraiment y avoir des sanctions ? Je pense qu'il peut y avoir une grosse pression politique dans un sens très large, politique des institutions sportives, ce que vous décrivez, politique éventuellement des gouvernements qui pourraient avoir effectivement à cœur de défendre le modèle européen. Mais dans la réalité, cette défense, elle n'est pas si facile à mettre en œuvre, parce qu'effectivement, les règles de l'Union européenne privilégient dans tous les cas la question de la concurrence. Et même s'il y a des déclarations d'intention, un peu plus que des déclarations d'intention, avec aujourd'hui dans le traité la volonté de promouvoir le modèle européen du sport, qui prévoit donc justement des montées et des descentes et non pas des ligues fermées par exemple, mais dans la réalité, les outils ne suivent pas du tout. Et on a pu voir en basket, avec la création de l'Euroleague, la FIBA a été tentée de faire exactement la même chose en menaçant de sanctionner les clubs qui participeraient, éventuellement de sanctionner les joueurs. Et au final, ils ont renoncé parce que juridiquement, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Donc, il n'y a pas de solution miracle juridique pour résister
à cette Super League fermée. Il y a par contre la nécessité d'avoir effectivement une mobilisation politique au sens large. Et moi, je pense que ce serait le moment justement de discuter d'une forme d'exception pour le sport sur certaines des dispositions du droit de la concurrence qui sont vraiment mortifères pour le modèle européen. Alors, Didier Primo, ce projet menace cette Super League, menace évidemment frontalement l'actuelle Ligue des Champions. Il y a des demi-finales à la fin du mois. Il y a 3 clubs, je vais dire mutins, qui sont concernés. Je vous pose la question évidemment parce que tout le monde l'attend. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois ? Est-ce qu'il y a 3 clubs qui vont pas jouer ? Non, c'est pas possible. Ça. Je pense que ça va être un peu tendu, mais je vois mal comment on pourrait exclure directement les clubs de la compétition, outre le fait que ça veut dire que la compétition s'arrêterait faute de participants, où il ne restait qu'un participant. Alors les Français seront sans doute contents dans un premier temps, mais remporter la Ligue des Champions sans combattre pour le PSG, je pense que ce ne serait pas satisfaisant non plus. Donc j'imagine mal qu'il puisse y avoir cette exclusion dès maintenant. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un bras de fer entre les différents clubs promoteurs de cette Super League et l'UEFA. Donc un sacré congrès qui va commencer tout à l'heure en Suisse de l'UEFA. On va parler bien sûr de la réaction de beaucoup de monde, des fans, des supporters. Je le disais, un crachat au visage des supporters. Le football appartient aux fans. Esprit de foot, où es-tu ? Voilà ce que l'on pouvait lire. Le mérite sportif est enterré. On a vu toutes ces réactions. L'ancien joueur de Manchester United, Gary Neville, qui parle d'actes criminels contre les fans. La monarchie britannique qui s'en mêle. Il y a aussi des réactions du côté de la ministre déléguée au sport en France qui s'inquiète. Personne n'a envie de voir cela, du côté en tout cas des politiques, du côté des supporters. Comment est-ce qu'on peut donner un coup de pied comme ça dans les valeurs sportives du football, dont on a envie de croire qu'elles sont encore vivantes ? Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction de Gary Neville qui dit, notamment qui s'adresse un petit peu aux dirigeants de Liverpool en disant vous ne pouvez pas laisser les gens chanter You'll Never Walk Alone et faire quelque chose comme ça. Et je trouve que c'est effectivement, il met le doigt là sur une contradiction forte. Le football joue sur des valeurs d'inclusion, de participation, de fair play, etc. Et ça semble effectivement très très contradictoire. Après, les groupes organisés, les groupes de supporters réagissent très fortement. Est-ce que les fans qui ont la possibilité de voter avec leurs pieds, on va dire, si demain il y a une ligue fermée comme celle-ci, est-ce qu'ils vont s'abonner ? Est-ce qu'ils vont venir dans les stades ? J'ai peur que les réactions soient moins radicales au moment où effectivement le grand public aura à se prononcer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les réactions sont assez réjouissantes dans l'ensemble de la part des dirigeants de beaucoup de clubs, de supporters, y compris des clubs qui pourraient être concernés par cette Super League. Donc je trouve ça plutôt réjouissant et je pense que ça peut être le terreau justement d'une action politique forte pour rebâtir un petit peu, je dirais, le cadre juridique autour du sport professionnel pour mieux protéger ces valeurs. Merci Didier Primo. Je rappelle que vous êtes directeur général du CDES, c'est à Limoges en France, le Centre de droit et d'économie du sport. Donc on attend ce qui va se passer en Suisse avec ce congrès de l'UEFA. On attend aussi les déclarations de Gianni Infantino, de la FIFA, pour l'instant qui reste muet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce séisme qui donc bouscule en tout cas sacrément le football européen.